Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire même plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité François Renaud, qui est sexologue, psychothérapeute et conférencier. On vous parle de cette contradiction qu'on observe dans notre pratique entre la facilité que certaines personnes peuvent avoir à parler de sexe, même avec humour, en faisant des blagues, versus le malaise et l'inconfort que certaines personnes peuvent avoir à parler de sexualité et d'intimité quand ça compte vraiment. Et maintenant, jason. Bonjour tout le monde, bienvenue à Jason Santé Mentale. Ce matin, je reçois François Renaud, qui est sexologue, et on a un beau gros sujet très terre à terre à vous parler ce matin. L'espèce de paradoxe, de contradiction entre comment c'est donc facile dans le quotidien puis dans les médias de parler de sexe, hein? D'en parler avec humour, de faire des jokes là-dessus, mais quand c'est le temps d'en parler réellement avec votre partenaire, puis le temps que ça compte, là, oh, là, c'est pas si facile que ça d'en parler. Donc, c'est de ça qu'on va vous jaser ce matin. Il y a même des trucs, si jamais vous vous reconnaissez, vous êtes mal à l'aise à parler de sexualité avec votre partenaire. On va aborder des trucs en fin de podcast, donc restez avec nous. Donc, François Renaud, bon matin, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Est-ce que tu serais à l'aise de nous définir un peu, c'est quoi ton champ de pratique en tant que sexologue? Quel genre de clientèle tu peux recevoir? Donc, les sexologues, c'est vraiment quelque chose de très, très, très varié. On va les voir autant, tu sais, en train de faire des animations dans les classes des écoles primaires et secondaires pour les programmes d'éducation sexuelle. On va les voir dans des organismes communautaires en santé mentale. On va les voir dans des maisons de jeunes. On va les voir dans des centres d'hébergement. On va les voir dans les médias. Puis, ce que les gens ont tendance à plus nous percevoir comme, le stéréotype, si tu veux, Oui. là, qui est vrai, là, c'est des pratiques privées. Donc, on reçoit des gens dans notre bureau, soit en individuel ou en couple, et même parfois des gens qui sont peut-être dans des polycules qu'on appelle, des gens qui sont dans des relations avec plusieurs personnes polyamoureuses. On peut même OK. recevoir plus de deux personnes dans nos bureaux. C'est moins fréquent, mais c'est quelque chose qui commence à sortir de plus en plus là, avec l'ouverture qu'on a avec Oui. relations non monogames. Et donc, tout comme on va faire de l'éducation à la sexualité, on va aussi faire ce qu'on appelle des rencontres de suivi de relations d'aide. Donc, ce qu'on peut voir, par exemple, une psychoéducatrice faire, un travailleur social faire, mais en Mm. lien avec la sexualité et les relations amoureuses. Puis, on va parler pas juste de la sexualité. Donc, souvent, les gens sont comme, moi, j'ai pas OK. besoin d'un sexologue ou juste d'un sexologue, j'ai aussi besoin d'un psychothérapeute. Donc, moi, je suis sexologue, psychothérapeute. Mhm. Je pense que parce que j'ai un titre de psychothérapeute, je fais quelque chose de très, très, très différent de mes collègues qui sont sexologues sans le titre de psychothérapeute parce que j'ai le mot psycho dedans. OK. Euh, il faut souvent que je ramène un peu à un sexologue, ça va regarder l'entièreté là, de ta vie. Là. Ça ne va pas juste regarder ta sexualité, ça va aussi regarder ton couple, ça va regarder comment vous gérez vos conflits, votre gestion émotionnelle. Si le travail vous amène du stress ou vous avez des difficultés familiales qui viennent jouer dans le couple ou vos relations, on va tout Mhm. regarder. Soit sexologue ou sexologue psychothérapeute, on va faire l'ensemble de ça. La différence entre le sexologue et le sexologue psychothérapeute, c'est un va avoir une visée de relation d'aide, l'autre va avoir une visée de psychothérapie. Sans vouloir rentrer là, dans les grosses définitions, la psychothérapie va traiter des troubles de santé mentale, C'est les ça. traits de personnalité, tandis que la relation d'aide, c'est plus des difficultés ponctuelles qui se sont présentées et on veut travailler. Même des fois, moi, en tant que sexologue psychothérapeute, je fais quand même de la relation d'aide. Je peux faire les Oui. deux. Tandis que la psychothérapie, c'est quelque chose qui est légiféré. Il faut être soit psychologue ou psychothérapeute ou médecin. Puis les sexologues font une évaluation sexologique qui regarde l'ensemble de la situation. C'est plus dans les interventions par la suite qui vont être différentes entre un sexologue, psychothérapeute. Fait que ça, c'est ce qu'on fait là, de façon médiatique. Là, c'est comme ça qu'on nous présente souvent. On fait aussi, il y en a qui travaillent dans des commissions scolaires, donc c'est eux qui bâtissent les programmes d'éducation à la sexualité. Donc, ils n'ont pas Ah le oui. mais ils vont les construire. Ils vont faire un plan d'intervention. Puis il y en a qui sont vraiment dans les écoles aussi, puis ils font des suivis avec les jeunes en tant que sexologue. Des fois, il y a un OK. psychologue ou un psychoéducatrice ou un travailleur social ou un technicien en santé mentale d'une intervention quelconque. Il y a quelques écoles qui ont des sexologues parfois. Là. Dans les cégeps aussi, on va le retrouver aussi. C'est ça, tu sais, dans le fond, les sexologues, tout comme les psychoéducateurs, on fait partie des 12 professions reconnues au Québec qui travaillent en santé mentale. On est des professionnels de la santé mentale, c'est juste notre visée ultime qui est différente. Tu sais, la psychoéducation, ça va être que la personne s'adapte bien à une situation. Puis le sexologue, c'est qu'il y ait une bonne santé sexuelle. Mais
c'est que la santé sexuelle est affectée par tellement plein de facteurs qu'il faut aller évaluer pour en finir par avoir une bonne santé sexuelle, là. Fait que non, je suis vraiment contente qu'on prenne le temps de positionner ton champ de pratique parce que c'est ça, on se rejoint un peu là-dedans. C'est moins connu chacun, qu'est-ce qu'on fait dans notre champ de pratique. Notre spécialité, c'est la sexualité et les relations amoureuses, mais tout comme toi, des fois, tu vas travailler avec les parents et la gestion des enfants. Ben, en tant que sexologue, je vais le faire aussi, mais c'est pas nécessairement ma spécialité. Tout comme toi, tu peux aborder la sexualité, mais c'est pas ta spécialité. Fait C'est ça. on touche à, il y a comme Ouais. des endroits communs qu'on va toucher, mais il y a des gens qui vont peut-être être plus spécialisés dans chacun de ces champs-là. Nous, c'est la sexualité et les relations amoureuses. Ça, c'était plus effectivement là, les parents, l'éducation, l'adaptation. Ah, même pas les parents. Moi, je fais pas de coaching parental. Moi, c'est santé mentale adulte à 100%. OK, Ouais, OK, c'est ça. Mais ouais, je ouais, parle ouais. de l'éducatrice en Ben général, oui, c'est c'est ça. C'est beaucoup plus associé effectivement à l'enfance, là. Puis non, c'était vraiment juste à titre informatif. Mais tu sais, non, effectivement, un peu comme toi, quand je sens que je travaille avec, mettons, une personne qui fait de l'anxiété, puis ça a des impacts, par exemple, sur le couple, je peux faire des recommandations plus générales sur le couple, mais quand on sent que les problèmes, là, c'est très clinique, là. Il me semble qu'il y a besoin d'une intervention spécifique pour le couple et l'intimité, ben là, dans ce temps-là, je réfère à un sexologue, par exemple. OK. Puis si on venait maintenant s'asseoir un peu sur notre sujet, tu sais, est-ce que tu l'observes, toi, ça, cette espèce d'incohérence entre, tu sais, il me semble que c'est très hypersexualité. Le sexe est vendeur dans les médias, dans les publicités. On en parle, c'est facile de faire des jokes là-dessus. Mais quand tu es rendu le temps d'être sérieux avec chérie, là, tout d'un coup, quand on demande les gens, es-tu à l'aise d'en parler? Es-tu à l'aise de lui dire ce que tu n'aimes pas? Puis vice-versa pour monsieur et madame, là, oh, là, tout d'un coup, on est moins à l'aise, là. Puis, oui, c'est effectivement quelque chose qu'on va remarquer, puis c'est toujours un peu une difficulté ou un obstacle dans nos suivis, parce que les gens, effectivement, là, quand ils rentrent dans nos bureaux, comme ils doivent en parler, là, c'est Oui. plus la blague. On peut faire quelques blagues humoristiques là, dans nos suivis pour alléger un peu la Ouais. tension. Le but, c'est effectivement d'aller parler des difficultés ou des choses qui les rendent plus vulnérables. Mais effectivement, dans les médias, moi, ce que je vois, c'est pas nécessairement une incongruence, mais ça démontre qu'on veut en parler, en fait. Mais c'est la manière qu'on est à l'aise d'en parler dans Ouais. on veut faire des blagues. Tu sais, souvent, des fois, les humoristes vont comme prendre des dynamiques relationnelles, puis vont faire un Mhm. film là-dessus, puis c'est super drôle, puis les gens se Ouais. reconnaissent. Mais c'est plus facile de le passer par l'humour que d'en parler peut-être de façon plus sérieuse, parce que là, ça prend une lourdeur. Évidemment, Ouais. l'humoriste ne veut pas rendre Pas totalement dans le lourd, show, non? allégé, mais souvent, ils vont parler de choses réelles, de leur propre vécu. Puis effectivement, là, les gens, quand ils arrivent à la maison, mais là, sont pas capables d'en parler parce que là, ça prend une tournure différente. Fait que c'est comme on rit un peu jaune, finalement, avec les Mhm. médias. On est capable, tu sais, on s'informe un peu de cette façon-là, de façon indirecte. Puis ce que ça fait, des fois, c'est que ça renforce aussi des stéréotypes, surtout dans les relations Ouais. hétérosexuelles. On a tendance à cliver les hommes et les femmes là, dans les blagues qu'on va faire, puis caricaturer, puis exagérer. Ouais. Mais quand on arrive effectivement dans le privé, ah là, moi, il faut que je me mette de l'avant. Là, c'est plus, on parle plus Ah, d'histoires hypothétiques qui me ressemblent un peu ha ha ha. Là, c'est comme non, moi, il faut que je me mette vulnérable. Puis autant chez les hommes que chez les femmes, c'est pas agréable d'être vulnérable. T'sais. Puis ouais. que les gens vont bloquer, puis c'est comme s'exposer, se dévoiler. Ben, comme c'est pas le fun, les gens vont tendance à vouloir l'éviter de plus en plus en réalité. Puis là, il y a toute la notion de qu'est-ce que mon partenaire va faire avec cette information-là, comment ça va influencer négativement notre relation ou positivement. Puis souvent, Mhm. quand on se dévoile et qu'on parle des vraies affaires, ben, ça a tendance à plus aller vers le moins bien. Ouais. Après ça, on va en bénéficier. Puis les gens, ce qu'ils voient, c'est souvent le moins bien initial et c'est pour ça qu'ils ne vont pas du tout en parler. Tu sais, si tu as besoin de parler à ton partenaire et lui dire moi, je ne suis pas satisfait sexuellement depuis les 3 dernières années, c'est lourd. C'est pas comme ah, Et- merci de me donner cette information-là, c'est extraordinaire, maintenant on va avoir Ouais. du meilleur. Il fallait juste que tu me le dises. Non, il y a tout un processus à lequel il faut passer à travers avant que ça soit plus satisfaisant. Ouais. C'est quoi les principales, mettons, on va dire, méthodes de communication à améliorer? On va être sympathique, là, ou tu sais, des problèmes de communication dont le sujet est la sexualité que tu vois le plus souvent. Tu sais, des gens qui s'essayent, mais mon Dieu, que c'est comme, oh, ça sort peut-être pas adéquat, ça serait pas dans tes recommandations professionnelles, mettons, la méthode que tu recommanderais d'en parler. Mais moi j'ai une opinion professionnelle sur les problèmes de communication comme si c'était quelque chose Ouais. qui n'existait pas.
OK. Ah, c'est intéressant. Dans le sens où ce que les gens sont toujours en train de communiquer. Mhm. Par contre, ce qu'on communique, c'est souvent pas ce qu'on veut entendre. Puis ça nous fait réagir émotionnellement. C'est la réaction émotive qu'on a à la communication qui est plus problématique. OK. Parce que je peux effectivement communiquer quelque chose de façon plus agréable. Donc, tu sais, je peux être dans le blanc, je peux être dans, tu sais, Ouais, ouais, ouais. Dans la méthode. c'est ça, exactement. Mais même si je te dis calmement et gentiment que tu sais, je ne suis pas satisfait ou je te trouve plus attirant ou tu sais, je vis même du dégoût parfois dans nos relations sexuelles, Mhm. il n'y a pas une bonne façon de prendre ça. Ben oui, il y a une bonne façon, mais c'est comme c'est toute ma gestion émotionnelle d'être capable de recevoir ce message-là. Tu sais. Ouais. Ou je parle de mes préférences sexuelles, puis ça fait 17 fois que je te le dis, mais ça fait 17 fois que je te le dis. Tu sais, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'il faut que je me Oui. répète parfois à nommer certaines choses que tu continues à faire. Puis l'autre, en fait, ce qui communique, c'est souvent, je ne veux pas répondre à ton besoin, je ne veux pas répondre à ta préférence. Puis là, il y a toutes sortes de raisons de pourquoi on ne fait pas ça. Ouais. Fait que souvent, effectivement, la communication, elle est là, même dans le silence. Tu sais, souvent, gros stéréotype que j'ai, puis il arrive souvent, c'est la partenaire qui amène le partenaire en thérapie, puis qui dit, mais moi, je veux communiquer, mais lui, il ne veut jamais parler. Ah, Lui, OK. pas. Puis en fait, ce que j'ai tendance à dire, c'est, oui, il communique. Il te communique qu'il ne veut pas te parler de C'est ce ça. sujet. Ça, Littéralement. non, mais tu sais, effectivement, il ne veut pas dialoguer, mais il ne veut pas ouvrir le sujet de façon verbale, mais il te communique quand même quelque chose de clair qui est, mais je ne veux pas t'en parler. Je ne veux pas aller avec toi. C'est ça qui te frustre. Puis la manière que tu gères cette frustration-là, souvent ce que ça fait, c'est que lui comprend que ben, c'est une bonne idée de ne pas y aller. Parce que ta réaction vive à moi qui dis que je ne veux pas y aller, Hmm. me donne raison de ne pas y aller. Parce que tu n'es Ouais. pas calme. Donc, pourquoi je vais m'ouvrir à quelqu'un qui n'est pas calme? Je ne vais pas Ouais. aller me mettre grave. Souvent, les gens, c'est plus une question de comment intime je peux être, plus qu'on ne se comprend pas ou on a des problèmes de communication. Donc, oui, des fois, je vais dire, il y a une différente façon de le faire, mais de le dire, mais c'est pas tant dans comment tu le dis, dans comment tu gères ton émotion pendant que tu es en train de le dire beaucoup plus. Parce que je peux avoir des super belles phrases Oui. au jet, mais si j'ai une attitude super arrogante dans mon jet, Oui. le message est le même. Il y a une communication verbale, mais toute la communication non verbale, qui est souvent Oui. émotionnelle, est beaucoup plus significative pour moi à travailler que juste les phrases que je vais utiliser. Ah, je m'amuse beaucoup avec ça en intervention, ce que tu me dis, ça parle, parce que je vais prendre des mots tout simples, puis je fais juste répéter exactement les mêmes mots, mais avec un non-verbal plus empathique, chaleureux, avec mettons, une vitesse plus posée à dire les mêmes mots. Puis souvent, j'utilise la phrase passe-moi le sel. On est au souper, passe-moi le sel. Puis là, je m'amuse avec de le demander dans un ton humoristique, puis de le demander dans un ton super bête, avec vraiment un visage agressif. C'est juste les mêmes mots. Passe-moi le sel, le sel de table. Puis là, les gens vont comme ah ouais, ouais, à quoi tu ressemblais quand tu y as dit? Parce que moi, quand tu me l'as expliqué, j'ai reculé un peu sur ma chaise, puis on est à distance en vidéo. Fait que je trouve ça super intéressant parce que c'est tellement un sujet tabou, je pense, encore. Parler de sexualité, d'intimité dans son couple, c'est tellement délicat qu'il faut que tu te sentes sécure d'en parler et que l'autre reçoive ton point de vue aussi. Puis se sentir sécure va passer en grande partie par l'attitude non verbale, je pense. Là. Et pour moi, l'attitude, le sentiment de sécurité va aussi venir beaucoup plus de toi-même qu'il va venir de ton partenaire. Mm. Parce que tu ne peux pas exiger à ton partenaire que quand je vais me dévoiler, que tu aies nécessairement un accueil à ce que je vais dire. Même si je le dis de façon posée, adéquate. Mhm. C'est ce qui vient avec, c'est ça le risque de se dévoiler. Oui, Ouais, évidemment, on a un partenaire qui va être plus dans l'accueil, puis qui ouais. va donner quelque chose de sécuritaire, mais tu ne peux pas exiger ça de l'autre quand tu te dévoiles. C'est pour ça que tu ne te dévoiles pas. Et donc, si tu Mhm. attends toujours après l'autre de te donner cette zone-là de sécurité, ben, tu ne vas jamais te dévoiler. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'amène les gens à se sentir eux-mêmes sécures et solides dans qu'est-ce qu'ils veulent dire, puis d'être Ouais. capable de tolérer le rejet ou la forte réaction de l'autre personne, la frustration, la tristesse, peu importe qu'est-ce que ça va être, qui peut être désagréable comme réaction. Mhm. Toi, tu es capable de maintenir ta solidité, de t'auto-réconforter, de rester groundé, même si l'autre ne réagit pas bien. Ça peut faire en sorte que ça va progresser. Mais si tu es toujours à la demande que l'autre vienne te sécuriser, c'est là d'un fois que ben, ça limite l'intimité en réalité.
Ouais, c'est intéressant ça parce que, tu sais, souvent quand on en a parlé sérieusement, c'est qu'en général, il y a insatisfaction de la part de l'autre, quelque Oui, part, dans la méthode, dans la façon de faire, puis qu'on souhaite un changement. C'est super blessant à recevoir comme information. C'est très confrontant, surtout si tu entends que, comme tu as dit, ça fait 3 ans que l'autre personne feint d'avoir du plaisir. Fait que, tu sais, surtout s'il y a eu une. Tu sais, le fameux, excusez l'expression, je vais être cru, mais tu sais, si l'autre personne fake d'avoir du plaisir, toi, tu arrives avec finalement ce commentaire-là, puis tu n'avais aucun indice avant potentiel, tu sais, que l'autre était à ce point aussi insatisfaite, du moins qu'elle l'a dit. Peut-être que tu te disais comme, bah, c'est peut-être pas une bonne journée, peut-être qu'elle était fatiguée à ce moment-là, ou tu sais, c'est une saison où elle est bien occupée au travail, fait que c'est peut-être normal qu'elle semble moins présente ou moins présente dans nos rapports, mais si c'est ça, toi, tu reçois ça t'as comme un choc à vivre émotionnel avant. Fait que je trouve ça là intéressant quand tu dis qu'il faut que la personne qui a à s'exprimer soit plus solide pour qu'elle puisse, l'autre personne qui reçoit l'information, juste comme patiner un peu et se gérer parce que, tu sais, sûrement que tu dois comme inverser les rôles. Imagine si toi, tu avais à recevoir ça comme information, tu vivrais des émotions. Là, c'est pas vrai que tu t'en vivras aucunement. Donc, je trouve ça super intéressant aussi. Puis, est-ce que tu observes ça, toi, dans ta pratique, l'étape où il faut que la personne soit solide dans ce qu'elle a à communiquer? Moi, je l'observe de temps en temps, là, mais souvent, les personnes ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils savent juste qu'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas bien, ils n'aiment pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils voudraient concrètement? De quoi ils ont besoin pour avoir du fun avec leur partenaire? Même eux autres, des fois, ils ne le savent pas. Je te dirais, moi, je le vois moins. Souvent, les gens le savent. Ils sont OK. juste, ils sont juste pas game de le dire ou ils ne l'assument pas. Surtout en ce qui vient à la sexualité, là, OK. où les gens, souvent, ils vont avoir des fantasmes. Tu sais, ils vont se masturber, ils vont regarder de la pornographie, écouter des balados érotiques, lire des livres. Mm. Ces choses-là les excitent. Ils savent que ça les excite. Mais des fois, de le dévoiler, de l'assumer, de le Mm. dire à leur partenaire, parce qu'il y a quelque chose de très révélateur à dire j'aime tel ou tel fantasme. C'est pas banal, nos fantasmes. C'est pas comme Ouais. dire le pâté chinois. Là. C'est comme chaque Ouais. détail sont révélateurs. Puis même si on ne comprend pas nécessairement vraiment le sens de notre fantasme, on sait très bien que les gens vont avoir un jugement. Je ne parle pas nécessairement d'un jugement négatif, mais les gens vont faire comme Une opinion, oh, là. t'aimes ça? Ah ouais? Tu Demain? sais, t'aimes ça? Puis si ça rentre pas dans le cadre de comme c'est amoureux puis doux pour les filles, puis c'est genre un peu plus génital pour les gars, là, c'est comme, Ouais. comme un genre de ah ouais à chaque fois. Tu sais, qui n'est pas nécessairement dit, mais on le ressent. Tu sais, c'est comme comment ça que tu aimes ça de cette façon-là? Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire de toi que tu aimes ça de cette façon-là? Fait que souvent, les gens sont trop gênés de le dévoiler ou ils en ont peut-être parlé, mais après ça, c'est l'intégrer dans la réalité. Donc, je le vois OK. très bien dans mon fantasme. C'est super OK. le d'imaginer, mais là, de le faire pour de vrai, c'est une autre chose. Tu Mm. sais, prends comme un exemple là, Oui. banal et plus typique, là, par exemple, je sais pas moi, du sexe anal. Du Ouais. sexe anal dans ta tête, là, dans la porno, ça sent rien, ça goûte rien. Pas pour C'est OK? propre. C'est super clean. L'anus qui est blanchi puis tout, là. Mais quand tu arrives dans la vraie vie, là, ça Ouais. sent. Tu sais, c'est Ouais. comme, il y a de la préparation qu'il faut que tu fasses dans ton fantasme que tu ne fais pas ou dans la pornographie qui est faite hors caméra. Fait qu'il y a des choses dans la vraie vie qui ne sont pas du tout pareilles quand tu le fais dans le fantasme versus la vraie vie. C'est Puis moi des me fois, ramasser une douche anale avant, tu sais. c'est ça. Puis c'est souvent un problème pour les gens qui pratiquent ça. Souvent, c'est comme il y a tellement de préparation que ça nuit en fait à la Ouais. possibilité de faire. Que c'est comme, ben, c'est pas simple de faire là, la douche. C'est comme, ça devient quasiment un préliminaire pas intéressant à faire. Mhm. Puis des fois, je me vois faire ça avec certaines personnes dans ma tête, mais je ne le vois pas avec toi. Puis là, le char de l'exemple peut-être du Oh. banal, mais c'est comme Ouais. me faire prendre par mon partenaire ou me faire soumettre ou être moi dominer mon OK. partenaire. Ouais. Je peux voir peut-être avec d'autres personnes qui sont peut-être fictives ou des vraies personnes, mais toi, j'ai pas cette image-là de toi. Tu sais. Et donc, OK. Ouais. dans Wow. ce rôle-là, dans la vraie. Tu sais, je suis capable, moi, de faire le jeu de rôle en arrière de ça, tu sais. Puis, est-ce que je suis capable de te voir, toi, le faire? Puis, tu vas-tu être aussi bon que dans mon fantasme? Ou ce que, tu sais, je peux m'imaginer, Mm. je peux reculer le fantasme, je peux leur, tu sais, quand tu le fais dans la vraie vie, là, t'as comme une chance, là. C'est comme, on fait pas cote, on recommence, on a
Non. Comme on fait dans les films. Puis c'est souvent Ouais. ça dans les films, tu sais, c'est comme quand il y a comme la tension entre les acteurs, puis là, ils s'approchent tranquillement, puis là, il y a comme un petit délai, puis là, ils s'embrassent, puis là, tu sais, ils commencent à Ouais. se déshabiller, puis ils enlèvent la bobette, puis tu sais, elle tombe super tout le temps, bien correct à terre, puis les bas sont Ouais. jamais pognés. Mais là, tu arrives dans la vraie vie, puis c'est plus ça, là, le scénario. Les bas sont jamais pognés, je l'aime. Ou les pantalons qui sont pas capables d'être enlevés, ou tu une crampe pendant que tu le fais. Tu vois pas ça dans les films porno, tu vois pas ça dans la vraie vie. Ah ouais. Tu retrouves dans tes fantasmes à trouver ça vraiment Oui. plaisant. Dans la réalité, c'est comme, c'est plus ça. Fait que des fois, le partager ou le voir avec toi, c'est toute une autre chose. Puis là, de dire ça aussi à ton ou ta partenaire, c'est comme, je vois Cindy, mais je te vois pas toi faire ça. T'sais. Je vois Georges, mais je vois pas toi faire ça. T'sais. C'est intéressant ce que tu m'amènes. Est-ce que, tu sais, mettons, dans les enjeux, c'est ça, de parler d'intimité, de nos blocages, à en parler, est-ce que on se mettrait comme des attentes trop élevées, tu sais, comme d'avoir la relation parfaite tout le temps, comme dans les films, justement, là, même les films romantiques, pas obligé d'être de la pornographie, mais tu sais, dans les films, c'est tout le temps ça, là, c'est tout le temps magique, romancé, c'est parfait. Puis là, après ça, on arrive dans la vie de tous les jours, c'est rarement parfait. Puis selon moi, ça n'a pas à l'être non plus, mais est-ce que les gens se mettraient de la pression? Est-ce que tu l'observes, ça? Oui, tout à fait. Donc, on pourrait rentrer Mm. ça de façon globale dans l'anxiété de performance. Là. Souvent, quand Ouais. on parle d'anxiété de performance, on parle de ne pas éjaculer trop rapidement ou de ne pas perdre son érection. Les femmes, souvent, l'anxiété de performance, ça va être dans le paraître, d'être belle, etc. Mhm. C'est souvent ce qu'on entend par anxiété de performance. Mais l'anxiété de performance, elle est beaucoup plus large. Là. C'est comme, c'est toute ma compétence sexuelle dans comment j'embrasse, comment je tousse, dans le acting que je peux faire, dans je suis-tu assez doux, je suis-tu assez rough, je suis-tu assez animal, je Ouais. suis assez cochon dans qu'est-ce que je fais, je suis-tu assez agace, je suis-tu assez séducteur ou séductrice. C'est tout ça l'anxiété de performance. Puis effectivement, les modèles qu'on voit, et c'est souvent des modèles qui sont refaits et refaits et refaits de façon à ce que ça atteigne la perfection. Ouais. La scène d'embrassage, ils l'ont fait peut-être 27 fois, là, tu sais. Mhm. On ne peut pas répéter. T'sais. Fait que oui, les gens ont des attentes parfois trop élevées entre leurs fantasmes ou ce qu'ils voient dans les médias et ce qu'ils vont vivre dans la réalité. T'sais. Il faut être capable de se réajuster à la sexualité dans le quotidien avec son partenaire. Elle est souvent plus, je te dirais, un peu humoristique qu'elle va être sexy. Ouais. Puis si tu n'es Ouais. pas capable de rentrer un peu dans, ben, des fois c'est un peu farfelu, puis on a de l'air un peu ridicule, puis je me sens un peu incompétent, ben, ce que tu fais, c'est que tu fais toujours les mêmes affaires où ce que tu te sens compétent, puis là, tu tombes souvent dans une routine sexuelle. Ouais. Donc, moi, je parle souvent à mes clients, j'ai dit, pour que tu améliores ta sexualité, que tu te sentes plus satisfait, il faut que tu sois capable de te sentir incompétent dans ta sexualité. Mhm. Comme quand tu l'étais quand tu étais ado. Ouais. Tu sais, la première fois que tu fais un cunnilingus ou une fellation, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Quand tu embrasses pour la première fois, quand tu prends ça dans tes mains, où il faut que je touche, comment il faut que je touche. Tu te déshabilles pour la première fois, c'est super malaisant. Puis en tant Ouais. qu'adulte, on a plus tendance à accepter ce sentiment-là de c'est ma première fois. Mais en Ouais. tant qu'adulte, Effectivement. après genre 22, 23 ans, là, généralement, les gens ont plusieurs expériences, puis un certain confort qui s'est installé, une certaine confiance, mais ils ne veulent plus jamais retourner à ce sentiment-là de première fois. T'sais. Mais il y a toujours des premières fois dans la sexualité que tu vas essayer des nouvelles affaires. Puis les gens sont comme, ben, je ne veux pas me sentir inconfortable. Puis on est beaucoup dans le discours en ce moment de, mais la sexualité, il faut se sentir sécure, il faut se sentir confortable. Puis si vous ne vous sentez pas confortable, faites-les pas. Mais qu'est-ce qui arrive? Ouais. On entend ce message-là, puis c'est vrai qu'il faut avoir un certain degré de confort Ouais. dans la relation qu'on va avoir. Mais si tu t'attends à juste vivre de la sécurité et du confort, tu vas stagner dans ton intimité parce que tu vas jamais sortir du terrain de jeu dans lequel tu joues, puis tu vas te retrouver finalement à faire les mêmes affaires. Puis là, c'est là qu'il y a des insatisfactions qui s'installent, il y a des choses qu'on ne veut pas dire, puis finalement, ben, on n'avance pas, on ne progresse pas. Le sentiment d'incompétence, c'est vraiment la voie parfois à une satisfaction beaucoup plus importante qu'on n'a jamais accédé auparavant. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, je vais le nommer parce que je pense que c'est un acquis, puis c'est sûr que c'est ça que tu voulais dire, mais c'est pas grave. Mais tu sais, je pense que dans une situation de consentement, tu sais, entre partenaires, il faut tolérer, je pense, un brin de, tu sais, au niveau de notre standard de performance, au niveau de nos attentes envers l'entièreté de la relation, une dose d'humour, d'imperfection, mais d'inconfort, pas au sens, je pense que, tu sais, pas au sens de douleur, mais tu sais, plus au sens où
je ne sais pas trop qu'est-ce que je fais. J'essaye des affaires, t'aimes-tu ça, t'aimes-tu pas ça? Puis, tu sais, d'être confortable de, oui, c'est pas autant sexy, mais d'en parler au moins les premières fois, j'imagine. Tu sais, t'aimes-tu ça, t'aimes-tu pas ça? Si tu plus vite, si tu moins vite, tu sais. Je pense que c'est important. Après ça, tu apprends aussi à connaître ton partenaire dans cette dynamique-là, puis ça devient plus facile d'en parler, puis ça peut même devenir sexy. C'est juste qu'au début, il faut tolérer, effectivement. Tu sais, oui, se sentir sécure, oui, se sentir inconfortable, mais je pense que je suis un peu dans la même position que toi. Faut tolérer que ça va être un peu weird au début. Même dans une relation consentante où tout le monde a envie d'être là, ce ne sera jamais comme dans les films, tu sais, que tu prennes ton film romantique, ton film porno, ce ne sera jamais comme ça. Fait que je pense que c'est où est-ce que vous, dans cette situation-là, le couple en question ou les partenaires impliqués, parce que des fois, tu vois du polyamour, mais les personnes impliquées dans la relation grandissent ensemble, évoluent ensemble, puis au début, ce ne sera pas parfait, on apprend à se connaître, on essaye des choses, mais plus tu te permets cette espèce d'étape d'apprentissage, je pense que c'est là aussi que tu vas permettre d'atteindre une bonne santé sexuelle aussi. Oui, puis il y a toute comme moi, la distinction que je fais des fois là, par rapport à ça, c'est qu'il y a une différence entre se forcer à faire quelque chose ou ce que je me sens obligé, je le fais par culpabilité pour ne pas perdre l'autre. C'est ça. Un effort pour améliorer ma sexualité. Mais dans l'effort, ça nécessite effectivement qu'il y ait un certain malaise. Mais il faut qu'il y ait un sens à ce malaise-là. Il faut qu'il y ait un sens vers quelque chose de bénéfique versus ma motivation est plus dans la crainte de quelque chose versus je sors de ma zone de confort, je travaille mon estime, ma confiance personnelle, mon assertivité sexuelle, puis je vais atteindre quelque chose de positif. Exactement. Là, je me force, je fais quelque chose qui ne me tente pas, mais pour ne pas perdre l'autre, pour pas que l'autre me trompe ou que ça mette fin à la relation, que l'autre soit fâché, me boude, etc., peu importe. Ça, c'est plus forcé. La ligne peut être mince parfois là, dans certaines circonstances, puis il faut être capable de bien réfléchir à ça, mais effectivement, il y a la notion de consentement. Je le fais pour moi, en fait. Je le fais pour l'autre, mais je le fais pour notre couple, pour que moi, je me sente que je puisse avancer dans la relation. Oui. Je fais un parallèle, des fois, tu me diras si ça fait du sens ou pas, mais tu sais, des fois, c'est ça. Quand, tu sais, je mets comme plein de conditions, c'est si c'est une relation consentante, si la sexualité est importante pour toi, si tu aimes ton chum puis tu es attiré, mais l'enjeu est purement motivationnel, tu sais, de starter la machine puis que tu te souviens d'une dernière relation, une fois que la relation était commencée, tu te dis comme, mon Dieu, pourquoi j'avais pas le goût? Tu sais, c'était tellement plaisant, j'ai eu du fun, mais moi, j'observe plus ça dans ma pratique, parce que je vais moins... tu sais, des fois, il y a des gens qui ont des syndromes amotivationnels, puis là, oups, ça se généralise en sexualité. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, ben, c'est un peu le même principe qu'aller au gym, aller t'entraîner. Tu le sais que c'est important pour toi, c'est dans tes valeurs, c'est significatif, tu veux y aller pour toi, pour te donner de l'énergie. Ben, des fois, il y a un effort à mettre, mais c'est toujours d'être capable de bien se connaître. C'est vraiment un enjeu de motivation, d'effort, de tolérer qu'au début, je ne serais pas bonne, je ne serais pas à l'aise. Tu sais, si je fais le parallèle avec l'entraînement, je vais peut-être lever juste des 5-10 livres au début. Là. C'est pas impressionnant du tout, mais je n'ai pas le choix de passer par là pour être capable d'avoir la forme physique que je veux, au même titre que d'avoir les relations sexuelles que je souhaite avoir. Fait que je pense que ça prend une bonne connaissance de soi aussi, parce que si on est plus dans du non, j'ai vraiment pas le goût, ça m'écoeure, mon Dieu, que je ferais plus de vaisselle que d'être dans la couchette en ce moment, on n'est pas du tout dans le même game, ça ne se travaille pas du tout de la même façon, là, selon moi. Oui, puis ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, et que moi j'entends souvent aussi, c'est comme partir la relation sexuelle, c'est comme plus ardu. La transition, oui. Une fois qu'on est dedans, c'est le fun. Ouais. Il y a deux choses par rapport à ça. Un, c'est que les gens ont tendance à initier les relations sexuelles, mais pas de se séduire. Ouais. Ce qui arrive, c'est qu'on va se coucher fatigué à l'heure qu'on se couche, puis là, on commence à sexualiser notre relation, puis on s'attend que genre en 30 secondes à 1 minute, on soit revved up, prêt à partir. Fireworks, baby! Mais il faut que je ramène souvent les gens à, si tu te séduis pas, puis tu crées pas une atmosphère sexuelle, une tension sexuelle, que quand tu vas aller te coucher, voire tu devrais même aller dans le lit avant d'aller te coucher si tu vas avoir une relation sexuelle, parce que quand tu t'en vas te coucher, il est trop tard, qu'il y a quelque chose qui s'est buildé up vers ça, que là, vous avez créé un désir sexuel relationnel mutuel ensemble, puis là, tous les deux, vous avez dit. Ça peut durer une soirée, comme ça peut durer une semaine complète. Là. On peut se séduire tout au long de la semaine, puis vendredi, on a notre date,
qui fait en sorte que là, on a vraiment, on a Mhm. un enfant, on est ensemble, on continue à créer ça, on monte ça de façon plus intense et plus significative pour se rendre à la relation sexuelle. Mais si tout le Ouais. long de la semaine, j'appréhende d'être tout seul avec mon partenaire le vendredi quand les enfants sont pas là ou peu importe, puis que là, j'arrive, Ouais. je suis tout dans l'angoisse, puis je suis pas bien, mais c'est sûr que ça va prendre du temps à partir. Le deuxième point, c'est que même des fois, les gens, quand ils disent une fois que je suis dedans, là, c'est le fun. Mais Ouais. souvent, ce que les gens entendent par c'est le fun, c'est j'ai réussi à avoir un orgasme ou j'ai réussi à atteindre un niveau d'excitation satisfaisant. OK. Ouais. C'est pas nécessairement dans le plaisir, l'extase et la grande satisfaction. Puis souvent, c'est comme, ben, je ferais ça de temps en temps, je ferais pas ça 3 fois semaine. Ouais. Parce qu'il y a une redondance souvent là-dedans, puis les gens sont très axés sur on se donne un orgasme, chacun de notre bord, c'est ton tour, c'est mon tour. Top done. Job est fait. L'orgasme est le fun, mais comme se rendre là, c'était pas tant intéressant que ça. Oui, j'ai vécu une certaine sensation Mm. agréable pendant un certain temps. Ça a pris un temps peut-être avant que je me rende là. C'est comme il y C'était a comme un le objectif à la relation. ça. Puis souvent, les gens sont comme, mais si j'ai pas d'orgasme, je suis pas satisfait. Puis là, je suis comme, mais tu sais, un orgasme, ça dure là, 6 secondes, au plus 20 secondes. Là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Là? Si tout le reste, toutes les minutes, la demi-heure ou le 15 minutes ou le 5 minutes ou le 3 minutes avant n'était pas intéressant, là, je peux Ouais. comprendre que ça ne te tente pas de refaire ça régulièrement. Tu sais, que Ouais. oui, ça vaut la peine de te forcer ou de faire un effort pendant quelques minutes pour atteindre ton orgasme de temps en temps avec ton partenaire, mais la majorité des gens vont le faire tout seul. Ça va me prendre moins de temps, ça va être même plus agréable. Tu sais. Je n'aurais Ouais. même pas besoin de passer à stimuler l'autre ou tu sais, qu'est-ce que l'autre veut savoir. Fait que c'est de vraiment retourner vers, ben, ça se peut-tu que même vos relations sexuelles ne sont pas si intéressantes que ça. Puis ça, les gens ont souvent tendance à minimiser ou banaliser l'insatisfaction Mhm. qu'ils ont pendant les relations sexuelles parce qu'ils sont excités, ils ont un orgasme, donc ça signifie que ça doit fonctionner, être relativement. C'est ça. Mais quand je commence à demander aux gens, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête là, pendant ces 10-15 minutes-là, souvent, c'est pas tant si agréable que ça psychologiquement, émotionnellement. Ouais. Physiquement, il y a une réaction qui reste agréable, mais psychologiquement, émotionnellement, ils sont pas là. C'est pour ça que c'est difficile à partir. C'est comme, ah, c'est pas motivant. c'est Ouais, ouais, ouais. c'est comme la montagne est beaucoup plus grosse, puis la descente en ski est vraiment basse. Là. Hey, tu redescends pas la montagne au complet. Là. C'est comme, on J'adore a, l'image. on a juste coupé le top des arbres, on n'a pas coupé le reste pour redescendre à la marche. Là. C'est J'adore ça. François Renaud, merci. On se finit sur une petite note humoristique aujourd'hui. Dis-moi donc, où est-ce qu'on peut te suivre et quels sont les prochains projets pour toi? Oui, donc les gens peuvent aller là, sur mon site sur lesexologue.ca. Donc, il y a mon site à moi là, avec mes différents collègues qui travaillent aussi à la clinique. Si les gens sont intéressés aussi, j'offre un webinaire gratuit sur le désir sexuel. Donc, pour les gens qui sont Mhm. encore un certain temps qui ont une différence de désir, un écart, ou même que les deux ont perdu leur désir. Donc, un webinaire gratuit d'à peu près 1 heure qui explique quelques pistes par rapport à ça. Puis là, si des gens Ouais. même intéressés peuvent même se procurer le programme Raviver le désir sexuel, que je suis en train là, pas de peaufiner, mais qui est en train de rouler en ce moment même. OK. Euh, puis j'ai aussi là, des chaînes là, sur TikTok, YouTube, que les gens peuvent aller voir aussi là, pour avoir d'autres petites blitz d'informations là, sur la sexualité. Puis j'ai mon podcast aussi, Raviver le Oui. désir, qui généralement, il y a peut-être une fois par semaine, une fois 2 semaines, là, une nouvelle petite chronique de 15-20 minutes. Oui, ça peut donner des bons petits conseils. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, on est toujours dans des conseils plus généraux. Hein. Quand on est membre d'un autre professionnel, on n'a pas le droit d'aller dans du clinique, mais tu sais, des fois, ça donne une bonne base sur laquelle s'appuyer puis essayer de créer des beaux changements dans son couple. Fait que, un énorme merci, François. Écoute, puis c'est vraiment, écoute, je pense que ça a paru, j'ai trippé, là. J'ai ri tout le long. Puis nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé mentale. Un gros merci. Bye bye.